Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la fuite meurtrière d'un groupe de 5 malfaiteurs en banlieue parisienne. Ils ont tiré plusieurs fois au fusil d'assaut. Une policière de 27 ans est en état de mort cérébrale. 6 autres personnes sont blessées. Les témoins décrivent des scènes de Far West. Un gros dispositif est en place pour les retrouver. Nous serons en direct sur place. Un cambriolage retentissant au musée d'art moderne de Paris. 5 toiles de maître, dont un Picasso et un Matisse, ont été découpées et emmenées. Bilan 100 millions d'euros. Le voleur est apparemment passé par la fenêtre. Comment réduire la dette française? Nicolas Sarkozy veut donner des signaux. Il annonce l'inscription dans la Constitution d'un devoir d'engagement de chaque gouvernement sur les déficits. Les dotations de l'État aux collectivités locales seront gelées. Enquête sur le logement social dans les quartiers chics. Plusieurs programmes de HLM sont bloqués depuis des semaines dans le 16e arrondissement de Paris. Les riverains n'en veulent pas, des élus les soutiennent. La santé, faut-il craindre le surdiagnostic du cancer? La détection systématique donnerait lieu à des opérations inutiles, notamment pour la prostate, le sein ou la thyroïde. C'est le dossier de cette édition. Enfin, l'événement Mick Jagger à Cannes, 66 ans et toujours la Rolling Stone attitude. Il présente un film sur l'un des plus grands disques du groupe et il sera notre invité tout à l'heure en exclusivité. Bienvenue dans ce journal. C'est donc une vaste chasse à l'homme qui est engagée depuis la mi-journée dans la banlieue de Paris et qui est toujours en cours ce soir. Un groupe de 5 malfaiteurs est recherché. Ils n'ont pas hésité à tirer à l'arme automatique en pleine rue, faisant un lourd bilan. Les policiers, très choqués, pensent avoir affaire à des hommes prêts à tout et particulièrement violents. Loïc Delamornay, Marie Cros. L'hélicoptère du SAMU vient d'emmener la policière dans un état désespéré. Cette jeune femme qui, quelques minutes plus tôt, a juste voulu porter secours aux occupants de ce fourgon accidenté. Mais de cette carcasse sortent plusieurs hommes cagoulés qui ouvrent le feu au fusil mitrailleur. Le véhicule de police municipale est perforé de part en part. L'équipée sauvage a débuté plus tôt aux environs de Créteil. Des policiers sont intrigués par un véhicule suspect. Ils appellent des renforts. Arrivés sur l'A4 au pont de Nogent, c'est l'escalade. Il y a une première fusillade qui éclate, les malfrats épaulent des fusils d'assaut, pistolets mitrailleurs et tirent tous azimuts en direction des collègues et en direction bien entendu des multiples conducteurs qui sont présents à 9h45 du matin. Plusieurs automobilistes sont blessés, dont une femme touchée par balle au poumon. Puis les malfaiteurs sortent à Villiers-sur-Marne, causent un accident, c'est là que le drame se joue. L'autre policier municipal aurait réussi à riposter. Les malfaiteurs étaient là pour les tuer comme des chiens. Et heureusement qu'un a pu répliquer et en toucher un. Les malfaiteurs braquent ensuite un autre véhicule et réussissent à prendre la fuite. Les responsables seront inéluctablement, tôt ou tard, identifiés, interpellés, déférés et sanctionnés. Et ils paieront pour leurs actes. Effondrés, les policiers municipaux apprennent à cet instant que leur jeune collègue de 27 ans est en état de mort cérébrale. Simplement me recentrer sur l'émotion ressentie sur la disparition d'une jeune collègue, jeune maman, qui laisse un bébé de 14 mois derrière elle. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément d'honneur, il n'y a plus forcément de on tire, il faut coûte que coûte qu'on réchappe et qu'on échappe à une interpellation. Le bilan final est lourd. En plus de la jeune policière, 2 autres policiers et 5 automobilistes ont été blessés. Bonsoir Fanny Stenler, vous êtes en direct à Villiers-sur-Marne. Est-ce qu'on sait qui sont ces hommes? Est-ce qu'on a une idée de leur profil? Alors, ce sont des individus, vous l'avez compris, extrêmement violents, dangereux et déterminés. Alors, ce soir, la police ne sait pas encore précisément de combien d'hommes est composé le commando, entre 3 et 5 hommes, et l'un d'entre eux serait blessé au visage. Ce matin, je vous rappelle qu'ils ont opéré de façon non masquée, ils sont munis d'armes lourdes, d'armes de guerre, d'armes automatiques, voire même d'explosifs, et ils ont fait preuve d'une étonnante fébrilité, ce qui les rend d'autant plus inquiétants. Alors, la dernière trace qu'ils ont laissée ce soir, c'est cette voiture Mercedes de couleur noire que l'on a retrouvée tout près d'ici, à Noisy-le-Grand. Ces hommes sont toujours en fuite et face à eux, la police a décidé d'alléger son dispositif. Alors cela peut sembler paradoxal, mais en fait les forces de l'ordre ont décidé de tout faire pour les appréhender en douceur et éviter ainsi de risquer une nouvelle fusillade en pleine rue. Fanny Stenler à Villiers-sur-Marne. Merci Fanny et on vous retrouvera sans doute d'ici à la fin de ce journal.
Un Picasso, un Matisse, un Fernand Léger, un Braque et un Modigliani, c'est donc une collection impressionnante de toiles de maître qui a été subtilisée, volée la nuit dernière au musée d'art moderne de Paris. Valeur estimée 100 millions d'euros, du jamais vu. Le ou les cambrioleurs se sont joués de la surveillance des gardiens et du système vidéo. Yacine Benjanet, Emmanuel Morel. C'est par là que le ou les voleurs sont passés. Au beau milieu de la nuit, déceler cette vitre, casser un cadenas et le tour est joué. Une fois à l'intérieur, ils ont découpé les toiles au cutter pour les extraire de leur cadre. Ils sont ensuite tranquillement repartis avec ces 5 tableaux de maître. Pigeon au petit pois, un Picasso pièce maîtresse de sa période cubiste, estimé à lui seul à 20 millions d'euros. Olivier près de l'Estaque de Georges Braque et la Pastorale de Matisse, 2 trésors de la période fauve. Femme à l'éventail, une représentation typique des femmes de Modigliani. Et enfin Chandelier, une nature morte géométrique de Fernand Léger. Un butin exceptionnel, estimé à 100 millions d'euros. Une caméra de vidéosurveillance a capté des images d'un voleur. Mais les vigiles n'ont rien vu. L'alarme n'a pas sonné, elle était en panne depuis 2 mois. Un incroyable défaut de surveillance. Il y a des rondes, il y a un PC de sécurité. Il y a 3 personnes en permanence dans le musée qui donc étaient là et le système a donc été déjoué. Qui est à l'origine du vol? Un commanditaire fortuné ou de petits malfrats? Selon les experts, pourtant, ces œuvres sont invendables. Si vous avez une œuvre, si vous avez ce tableau, un, vous ne pouvez pas le montrer à vos amis, et 2, si vous le revendez, vous allez en prison tout de suite. Donc, il n'y a aucun marché possible. Interpol diffusera bientôt les images des toiles sur son fichier des œuvres volées. Bonsoir Franck Genozo, vous êtes en direct devant le musée. Quelle serait alors la motivation des voleurs? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de marché pour ce genre de tableau? Eh bien, les experts avancent ce soir 3 hypothèses et la première, c'est celle en quelque sorte d'un collectionneur fou qui chercherait à accumuler des toiles de grand maître dans son salon. Hypothèse possible, mais qui est peu crédible selon les experts. Ça tient plus de l'ordre du fantasme. Deuxième hypothèse, celle des voleurs mal informés. Il est parfois considéré comme plus facile, moins risqué de voler des œuvres plutôt que de dévaliser une banque. Et les malfaiteurs se rendraient compte un peu tard qu'il est très difficile, voire impossible, d'écouler certaines œuvres sur le marché parallèle. Et puis, dernière hypothèse, celle du kidnapping d'œuvres d'art. Dans ces cas-là, les malfaiteurs demandent une rançon très rapidement. C'est peut-être ce qui s'est passé il y a 2 ans en Suisse. Les tableaux avaient opportunément été retrouvés dans le coffre d'une voiture au fond d'un parking. On avait alors estimé que les assureurs avaient vraisemblablement payé une rançon. Et s'il y avait une demande de rançon ici à Paris dans cette affaire, ce serait en tout cas une première sur le territoire français. Franck Genozo, musée d'art moderne, merci Franck. 100 millions d'euros, rappelons-le, c'est la valeur de ces tableaux. Alors comment expliquer que de tels chefs-d'œuvre soient à la merci des voleurs? Quels sont exactement les dispositifs dans ces musées? Juliette Guérin, Arnaud Wust. Les choristes de Degas, des carnets d'esquisses de Picasso, un Sisley, un Monet. Toutes ces toiles de maître ont été volées ces derniers mois. Qu'il s'agisse d'œuvres célèbres ou d'autres moins connues, chaque année, une trentaine d'entre elles disparaît. Il faut dire que les voleurs ont plus d'une tentation. La plupart des musées n'ont que peu d'argent à consacrer à la sécurité des tableaux. Il suffit souvent de les décrocher. Car les alarmes, la vidéosurveillance, les gardiens, cela coûte cher. Au Louvre, on y consacre environ 15 millions d'euros par an. Et pourtant, en 1998 disparaissait ce tableau, le chemin de Sèvres de Corot, découpé au cutter. Car s'exposer librement au regard n'est pas sans risque. Assurer une sécurité absolue dans un musée, si c'était possible, ça coûterait affreusement cher, mais par ailleurs c'est impossible parce que le principe même du musée, c'est de permettre aux gens de voir les œuvres. Il faut donc faire des choix. Seules les œuvres les plus précieuses sont particulièrement protégées, comme la Joconde, enfermée à jamais dans sa cage de verre. En bref, un coup de filet contre des dirigeants d'ETA à Bayonne. Le chef présumé de l'appareil militaire a été arrêté en compagnie de son adjoint. Précision importante, il est soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un policier français il y a 2 mois près de Paris. L'économie, la réunion était programmée, mais elle a pris un relief particulier en raison de la crise de l'euro. La France a réuni aujourd'hui une 2e conférence sur les déficits et la dette. Nicolas Sarkozy veut envoyer des signaux. Plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées. Valérie Astruc, Arnaud Jacques. Après les engagements solennels, les travaux pratiques.
D'ici à 2013, la France doit trouver 100 milliards d'euros d'économies pour rassurer Bruxelles et les marchés. Des mesures importantes, conséquentes, qui s'inscrivent dans un esprit de responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens, de responsabilité dans la durée, d'exemplarité à l'égard des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens. Première piste, la Constitution française pourrait obliger tout gouvernement à s'engager pour 5 ans sur les grandes orientations budgétaires. L'idée s'inspire du modèle allemand et fera l'objet d'une consultation en vue d'une réforme constitutionnelle. Deuxième axe, confirmation du gel des dépenses de l'État. Fini les hausses liées à l'inflation. Quant au train de vie de l'État, la baisse de 10% sur 3 ans est confirmée. Enfin, les collectivités locales sont également mises au régime. L'État va geler les transferts d'argent aux conseils généraux et régionaux. Autrement dit, l'enveloppe pour les dépenses telles que le RSA n'augmentera plus. Au total, pour la gauche, les annonces du gouvernement risquent d'être contre-productives. Au fond, ce qu'il prend comme décision va ralentir l'activité économique de la France et donc creuser les déficits. Enfin, Nicolas Sarkozy réaffirme que les hausses d'impôts massives ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Alors pourquoi le problème est-il devenu urgent? Bonsoir Agnès Molinier, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Où en est précisément notre dette? David, il faut savoir que la dette publique, c'est l'accumulation des déficits. Et depuis plus de 30 ans, la France est en déficit tous les ans. Regardons cette courbe. Depuis 1979, on le voit, le montant de la dette ne fait qu'augmenter avec des accélérations, comme ici après 1993, ou encore juste après 2007, juste avant la crise, une crise qui bien sûr n'a rien arrangé. Le montant de la dette devrait être cette année de 1639 milliards d'euros, David. C'est énorme, mais surtout, ça coûte de l'argent à l'État, car il faut rembourser les intérêts. À eux seuls, ils vont représenter cette année 43 milliards d'euros. C'est le deuxième poste budgétaire du pays, juste derrière l'éducation nationale, 85 milliards, mais devant la défense, 37 milliards. Et surtout, regardez, ça correspond quasiment au montant de la recette de l'impôt sur le revenu. Pour faire un raccourci, David, c'est comme si le montant de cet impôt ne servait qu'à rembourser les intérêts de la dette. On le comprend, c'est un cercle vicieux. L'endettement engendre l'endettement. Merci Agnès. Et parmi les pistes privilégiées pour réduire les déficits et donc la dette dans les prochains mois, figurent ce qu'on appelle les niches fiscales. De quoi s'agit-il? Des réductions ou des exonérations accordées à telle ou telle catégorie ou territoire. 80 milliards d'euros au total par an. On compte des centaines de niches. Enquête Valérie Lerouge, Lorraine Christoflour. De la TVA réduite dans la restauration à la nounou dont on déduit les charges, en passant par les nombreuses taxes réduites en Corse, on compte 468 niches fiscales, manque à gagner pour l'État, 75 milliards d'euros. Parmi les niches les plus coûteuses, la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation. Lancée en 98 pour doper le bâtiment, elle coûte plus de 5 milliards d'euros par an, mais elle rapporte aussi. C'est une niche qui a dû créer à peu près 30 000 emplois. Si on la supprime du jour au lendemain, on va inciter de nouveau les ménages à payer au noir les artisans et donc on va sans doute supprimer un certain nombre d'emplois. Mesure onéreuse également, l'abattement de 10% pour tous les retraités sur leur déclaration de revenus au nom des frais professionnels. Il y a les niches fiscales écolo, de plus en plus prisées par les ménages. Plus d'1 million de foyers déduisent une partie de leurs travaux d'isolation, l'installation d'une pompe à chaleur ou des panneaux solaires, presque 3 milliards d'euros en moins pour l'État. Les gros revenus aiment les niches exotiques, une maison dans les dom-toms ou une participation dans une entreprise antillaise, et c'est autant que l'on déduit de ces impôts, 3,5 milliards de manque à gagner, mais là encore, la mesure ne doit rien au hasard. L'avantage fiscal donné aux particuliers qui investissent, c'est le seul moyen pour l'État de subventionner ces régions. Si on supprime l'avantage, on créera un désastre économique dans les dom-toms. Enfin, il y a les cocasses. Ainsi, les producteurs de truffes ne paient pas d'impôt sur leurs bénéfices, les propriétaires de chevaux de course bénéficient d'un abattement sur les plus-values et les journalistes ne sont pas en reste. 7 650 € à déduire de nos revenus, une mesure qui date de 1934 quand l'État voulait promouvoir la diversité de la presse.
Et oui, chacun sa niche. Et notez qu'une très grande nervosité agite toujours les marchés boursiers. Wall Street s'enfonçait dans le rouge il y a quelques instants à moins 3%. Paris poursuit sa baisse à moins 2,25%, même tendance partout ailleurs. C'est dans ce contexte que le nouveau Premier ministre britannique David Cameron effectue son premier déplacement. Il a choisi la France. Il dîne ce soir à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se connaissent bien. L'actualité sociale avec cette épreuve de force qui en dit long sur la difficulté à répartir les logements sociaux sur le territoire. Depuis des semaines, plusieurs programmes de HLM sont gelés dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Les riverains multiplient les recours. Ils dénoncent notamment des atteintes à l'environnement ou à l'esthétique du quartier. Enquête Hakim Abdelkalek, Mathieu Nivenglowski. Dans ce quartier, 2 contribuables sur 10 payent l'impôt sur la fortune. Patrimoine moyen des habitants, 3 millions d'euros. Bienvenue à la Porte d'Auteuil, 16e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus chics de France et qui entend bien le rester. Derrière cette terrasse, l'une des plus prisées de la capitale, un grand terrain en friche. Le chantier est à l'arrêt. Le projet, un immeuble de 10 étages, 400 appartements, dont 165 logements sociaux. Dans ces beaux immeubles, juste en face, les futurs voisins sont plus qu'inquiets. Ce n'est pas l'aspect social, l'aspect économique des gens qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que si je vois 50 milliards de gitans qui arrivent ici, qui ne vivent pas dans le même environnement que moi, qui ne vivent pas la même culture que moi, ça peut me gêner. Et honnêtement, ça me gêne. C'est quand même un quartier un petit peu, entre guillemets, d'une certaine catégorie sociale. Et bon, après, est-ce qu'il faut peut-être pas commencer par d'autres quartiers avant le 16e? Résultat, les riverains mènent une guérilla juridique et administrative pour bloquer 4 chantiers HLM du 16e arrondissement. C'est le cas sur ce terrain situé un peu plus loin où depuis 4 ans, 31 logements sociaux doivent être construits, de quoi désespérer les architectes. C'est très procédurier, tous les moyens sont bons, tout ce qui peut être mis en œuvre juridiquement est tenté. Vous aviez déjà rencontré cette espèce de volonté dans d'autres chantiers Non, jamais. Marie-Christine Pruvot est une des 500 membres d'une association qui a dépensé 25 000 € en frais de justice pour bloquer la construction de ce projet architectural. 135 logements sociaux prévus ici. Esthétique et hauteur des bâtiments, distance entre les immeubles, protection des arbres, les failles juridiques ne manquent pas. L'association a obtenu la suspension du permis de construire. Nous, on se bat pour avoir des parkings ou une crèche, etc. On ne fait rien. Est-ce que c'est la manière de construire ces logements sociaux qui vous embête ou bien le fait que la population qui pourrait venir ici... La population, il y en a partout, hein, il y en a plein de logements sociaux dans le 16e. 2,5%. Oui, mais ils vont monter jusqu'à 3,4, 3,4 normalement. Et pour vous, c'est un peu trop déjà? Ah non, c'est pas les logements sociaux qui nous dérangent, c'est le projet en lui-même qui est vraiment laid. Dans leur bataille juridique, les habitants peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leur député maire UMP. Le 16e arrondissement ne sert qu'à une chose, c'est à justifier les incompétences de M. Delanoë sur le reste de Paris en disant « Voyez, j'emmerde le bourgeois ». Voilà, c'est clair. Pour la mairie de Paris, lutter contre les logements sociaux est une aberration, notamment pour la qualité de vie locale. Les infirmières, les enseignants, les auxiliaires de puériculture, qui sans le logement social ne peuvent pas vivre à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se loger dans le secteur privé. Résultat, ils habitent à l'extérieur, donc vont travailler à l'extérieur de Paris. Le 16e arrondissement compte 3800 demandeurs de logements sociaux. La majorité vit aujourd'hui dans des chambres de bonne de 9 mètres carrés. En bref, à l'étranger, l'armée thaïlandaise a finalement pris le contrôle du centre de Bangkok qui offre un spectacle impressionnant de bâtiments incendiés et de rues désertes après l'assaut contre l'opposition. Le bilan est finalement de 14 morts et d'une centaine de blessés. Le couvre-feu est reconduit pour 3 nuits. La Pologne, frappée par les inondations, les crues ont provoqué la mort de 6 personnes. Varsovie pourrait être touchée dans les jours qui viennent. En attendant, c'est à Cracovie que des milliers d'habitants ont été évacués. La France et l'Union européenne vont envoyer de l'aide. Comme chaque semaine, une pensée pour ne pas oublier nos 2 confrères et collègues de France 3, otages en Afghanistan. Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont retenus depuis 142 jours. Pensée pour eux et aussi pour leurs familles et leurs proches.
Il est 20h17, restez avec nous. À suivre, faut-il craindre le surdiagnostic du cancer? La détection systématique donnerait lieu à des opérations pas toujours justifiées. C'est le dossier de cette édition. Le temps va-t-il trop vite? Internet, téléphone portable, sondage, surmenage. Un livre dénonce le piège de l'accélération permanente et du court terme. Débat et arguments. Enfin, un invité exceptionnel à Cannes, Sir Mick Jagger, 66 ans et toujours des allures d'adolescent. Et il présente un film et il a choisi France 2. D'abord donc une page santé, on dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien la formule pourrait s'appliquer au cancer. Une étude américaine vient de faire un bilan d'années et d'années d'observation et elle pointe du doigt ce qu'on appelle le surdiagnostic. En clair, la détection systématique conduirait parfois à un excès d'opérations pour des tumeurs souvent bénignes. C'est le cas notamment pour le sein ou la prostate. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Perrine Bonnet, Alexis Jacquet. Il y a 15 jours, cette patiente et son cancérologue ont pris une décision difficile, l'ablation partielle du sein. Plusieurs tumeurs cancéreuses détectées, un terrain génétique défavorable, le risque était trop grand, même si le chirurgien reconnaît une part d'incertitude. Est-ce que ça va évoluer gravement vers la mort ou est-ce que finalement il est latent et on a une évolution beaucoup plus lente? En fait, c'est l'analyse des tumeurs retirées, passées au microscope, qui va permettre de statuer sur son agressivité. Y aurait-il alors des tumeurs opérées ou traitées qui ne le méritaient pas? Selon une étude américaine, 15% des cancers du sein sont surdiagnostiqués. Si les mammographies ne les avaient pas repérés, ils auraient sommeillé sans faire parler d'eux. Une fois qu'on sait que la tumeur est là, il est assez difficile de dire je vais vivre avec une tumeur en place et advienne que pourra. Alors c'est particulièrement vrai dans le cancer de la prostate. Quand le cancer de la prostate de Maurice Gascoin a été dépisté par son médecin, il n'a en effet pas hésité. Il me dit il y a 2 tumeurs cancéreuses. J'ai dit bon alors là s'il y a 2 tumeurs cancéreuses, il y en a 2 autres à côté qui vont le devenir. Il faut peut-être faire quelque chose. Il m'a dit on peut attendre. Et je dis non, on n'attend pas. Ne pas attendre, malgré les craintes. Je redoutais l'incontinence, moi. Incontinence, troubles de l'érection, les conséquences de l'opération de la prostate sont parfois importantes. Et sur ce cancer à évolution très lente, le surdiagnostic serait d'environ 60% selon l'étude américaine. Les urologues ne prêchent donc plus l'opération systématique. Il y a une sélection qui doit se faire naturellement pour ne pas opérer des gens qui ne vont pas évoluer ou qui sont trop âgés, qui vont donc n'avoir aucune conséquence de la maladie. Pour le moment, le dépistage organisé du cancer du sein n'est absolument pas remis en cause. Grâce à lui, on meurt moins des tumeurs mammaires. En revanche, le bénéfice d'un dépistage annuel de la prostate n'est pas encore établi. Un débat maintenant, un débat qui fait son chemin depuis plusieurs années et qui est au cœur d'un livre, un livre de Jean-Louis Servan-Schreiber, paru ces jours-ci. L'ouvrage s'appelle « Trop vite ». Il déplore la domination du court terme, le temps qui s'accélère. L'électronique a tout changé dans notre vie privée, dans la vie de l'entreprise. On travaille de moins en moins et pourtant, c'est vrai, chacun se sent débordé. Jean-François Firem, Jean-Marie Lequertier. À la base de simples outils de mesure, devenus nos bourreaux. Horloge, pendule, montre, sans cesse elles égrènent les secondes. Sans cesse elles nous rappellent que le temps nous est compté. Alors nous courons. Téléphone à l'oreille en permanence, forfait illimité à Internet en quelques heures à l'autre bout du monde. Et malgré tout, cette impression que rien ne va jamais assez vite. Lui a le pas tranquille, Jean-Louis Servan-Schreiber. Pourtant, il n'a pas non plus de temps à perdre. Cet après-midi-là, 3 interviews en 3 heures. Ce serait paradoxal parce que je passe mes journées à aller à toute vitesse, dire qu'il faut ralentir le rythme. Dans son dernier ouvrage, l'ancien journaliste et patron de presse s'inquiète du train auquel file notre société. Cette accélération, elle nous amène à ne plus réfléchir. Tout va désormais trop vite, dit-il. Selon lui, nous fonçons droit dans le mur. Le 21e siècle, c'est l'invasion d'Internet, du numérique dans nos vies, avec l'immense avantage que ça présente. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Mais la complication, c'est que ça nous permet de faire plus de choses encore et que nous jonglons davantage encore avec les choses à faire parce que nous avons les instruments qui nous permettent de le faire. Et l'auteur de prendre pour exemple la crise financière. Les spéculateurs ont fait du temps, de l'argent.
la machine s'est emballée. Je ne préconise pas la lenteur généralisée parce que nos sociétés complexes sont comme une bicyclette. Si elle ralentit trop, elle va tomber. De tout temps, l'homme a craint de manquer de temps. Les progrès technologiques n'ont fait qu'amplifier le phénomène. 1908 et l'apparition du Fordisme et du travail à la chaîne. Puis du temps pour soi, avec les congés payés. Temps fragmenté, régulé, partiel dès les années 80. Au XXe siècle, selon notre propre perception, le temps a comme été compacté. C'est le XXe siècle tout entier qui a apporté cette impression de rapidité, avec la radio, la télévision, la circulation par le câble ou autrement des nouvelles. Ce n'est pas le XXIe siècle. Le XXIe siècle nous apporte la profusion de nouvelles, d'informations, d'Internet, ce qui pose un nouveau défi et qui exige certes que nous maîtrisions plus que jamais le temps. Je suis en retard. Je suis terriblement en retard. En retard, nous aussi, pas plus de 2 minutes 34 pour ce reportage. Alors on peut toujours essayer de revenir en arrière, mais ce temps-là, vous l'avez bien perdu, pourvu au moins qu'on ne voulait pas gâcher. Il a tenu ses temps. Le Festival de Cannes maintenant avec l'événement Mick Jagger. C'est ce qu'on appelle, sans fausse modestie, une exclusivité. Le chanteur des Rolling Stones, toujours aussi remuant et charismatique, est venu présenter un film et il sera avec nous dans un instant sous le soleil de Cannes. D'abord, image de ce documentaire sur les coulisses d'un disque resté fameux. Antoine Gaveau, Virginie Travers. C'est sûrement la plus grande star du festival cette année. Pourtant dans la voiture, pas d'acteur ni de réalisateur, mais un rocker. Mick Jagger débarque à Cannes et enflamme la croisette avec Stones in Exile, un documentaire sur les Rolling Stones dans les années 70. We didn't have any money. When I say no money, I mean no money, nothing. We had to get out of the country to pay the tax incurred for me. Nous sommes en 1971. Les Stones s'expatrient dans le sud de la France pour produire Exile on Main Street, leur futur album. Le film, c'est l'histoire de cet enregistrement, d'abord catastrophique. Drogue, alcool, les Stones cumulent les problèmes. The gear wasn't working properly and the lights would go on and off and there were fires. It was just insane. Et puis une deuxième partie à Los Angeles, où peu à peu, l'album prend forme. Le film réunit des images d'archives, photos ou vidéos commentées par les Stones eux-mêmes. Les rockers y livrent leurs souvenirs. Exile on Main Street sortira finalement en 1972. Le double album, assassiné à l'époque par les critiques, est aujourd'hui devenu culte. Il ressort d'ailleurs pour l'occasion en version remasterisée et avec 10 titres inédits. Voilà, merci beaucoup Mick Jagger d'être avec nous en duplex de Cannes. C'est un plaisir de vous recevoir et surtout que vous essayez de parler français aussi. Quel regard portez-vous sur cette époque? Est-ce que vous la regrettez? Non, non, non. C'est une époque difficile, si vous voulez. C'est une époque un peu déséquilibrée. C'est une époque de changement, de bouleversement, de guerre, de changement de culture, de mœurs, le début des années 70 et tout ça. Mais dans le Midi, c'est pas vraiment, ça touche pas trop. C'est dans le Midi parce que le Midi. C'est une époque de créativité aussi pour vous. Oui, absolument. Créativité aussi des autres. Dans les films, le cinéma, vous avez par exemple, vous avez eu Apocalypse Now, par exemple, de cette année, la même année que Exile. Vous avez bien les disques, belles disques de Marvin Gaye, vous avez le disque fantastique de James Brown, vous avez autant de choses. Hein. Alors, 40 années ont passé. Est-ce qu'on peut être encore rock'n'roll aujourd'hui lorsqu'on est un riche homme d'affaires comme vous et anobli par la reine? Non, je ne suis pas homme d'affaires vraiment, je suis un homme créatif et j'aime bien si les gens veulent me toucher, la reine et tout ça, mais ça ne dit pas beaucoup de ça chez les Anglais vraiment. Non, je suis un homme créatif toujours. Et est-ce que vous êtes toujours rock'n'roll, d'après vous? Oui, bien sûr, c'est mon métier préféré. Si vous voulez, j'aime bien créer les chansons, chanter sur scène, jouer la guitare, tout ça.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Moi? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Moi, j'aime bien presque toute la musique. J'aime bien le rock, j'aime bien la musique classique, ou le jazz, le blues, soul, et tous ces genres presque. Je n'aime pas le rock hard, le début de journée, le matin, non. Mais bon, j'aime bien toute espèce de musique, moi. Et vous remontez sur scène régulièrement, peut-être le ferez-vous à nouveau bientôt avec les Rolling Stones. Est-ce que vous avez toujours, j'espère, le même plaisir, la même envie après toutes ces années? Bien sûr. Monter sur scène, c'est le vie pour les gens qui aiment les performeurs. C'est les choses qu'ils aiment bien, tu sais, parce que devant toute la foule, devant le peuple, c'est l'endroit préférable pour les gens comme moi. Voilà, cette interview arrive à sa fin, Mick Jagger. Puis-je vous demander une faveur? Est-ce que vous pouvez retirer quelques secondes vos lunettes noires pour tous ceux qui vous aiment en France, qui ont envie de vous voir complètement? Oui, absolument, mais c'est Cannes, le soleil brille, c'est très brillant ici, l'orchestre joue sur la croisette. Les belles filles, c'est bon, hein? Au revoir, merci. En tout cas, vous avez fait sensation cette année encore. Merci beaucoup, Mick Jagger, d'avoir été avec nous avec cette simplicité et cette gentillesse. Merci à vous. Merci, David. De rien. Voilà, entretien enregistré juste avant ce journal. À noter que ce film, Rolling Stones, la French Connection, sera diffusé sur France 5. Ce sera le 10 juin prochain. En bref, la mort d'un grand éditeur, Robert Laffont. Il avait fondé sa maison en 1941, 10 000 titres édités, dont de nombreux best-sellers. Robert Laffont avait 93 ans. Une image du premier entraînement de football pour l'équipe de France cet après-midi à Tignes. C'est par un temps ensoleillé et sous le regard d'une centaine de supporters que les joueurs sont arrivés. Image signée Mathieu Birden. Et à ce propos, voici le résultat de la question de la semaine. Je vous en rappelle l'intitulé. Faites-vous confiance à Raymond Domenech pour la Coupe du Monde? La réponse c'est assez clair. Non 90%, oui 8%. Vous avez été plus de 56 000 à voter. Merci à tous. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau d'À vous de juger. Bonsoir Arlette Chabot, émission très attendue ce soir avec Dominique Strauss-Kahn. Oui, alors Dominique Strauss-Kahn, vous le savez, il est directeur général du Fonds monétaire international. On le voit beaucoup en ce moment parce que le FMI participe au sauvetage de la Grèce. Et puis Dominique Strauss-Kahn, eh bien, beaucoup de socialistes l'attendent en France avec la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Alors avec lui, on parlera de la crise, de l'euro, de l'Europe et puis forcément de ce rendez-vous de 2012. Et puis ensuite, le premier débat entre un ministre, Éric Woerth, celui qui est chargé de la réforme des retraites, et le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, au lendemain de la présentation par le PS, justement, de son projet de réforme des retraites. Face à face, et sur ce sujet des retraites, eh bien, tous ceux qui nous regardent peuvent téléphoner pour poser les questions que je transmettrai, auxquelles j'espère évidemment avoir des réponses de la part d'Éric Woerth et de Benoît Hamon. Donc, à tout de suite, et d'abord avec Dominique Strauss-Kahn. On vous retrouve dans 5 minutes tout juste. À tout à l'heure, Arlette. Fin de ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la fuite meurtrière d'un groupe de 3 à 5 malfaiteurs en banlieue parisienne. Ils ont tiré plusieurs fois au fusil d'assaut. Une policière de 27 ans est en état de mort cérébrale. 6 autres personnes sont blessées. Les témoins décrivent des scènes de Far West. Et ce soir, un gros dispositif est toujours en place pour les retrouver. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Tania Young va nous annoncer un beau et chaud week-end de Pentecôte. 20h35 à vous de juger donc avec Arlette Chabot. Demain 13h Sophie Le Saint. À 20h et tout le week-end Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.